Voilà, donc on va terminer cette session, cette ultime session de la matinée qui concerne les questions, j'imagine que vous attendez tous, financières et également les outils qu'on met à votre disposition pour préparer cette candidature de projet. Donc j'appelle Fernando Ciofre, qui est responsable financier des contrôles au sein du secrétariat conjoint, et Antonio Teles, qui est le responsable de la communication, qui vont donc vous présenter, Fernando, toutes les questions relatives à l'éligibilité des dépenses. Bon, vous verrez que tout est un peu similaire par rapport à la période 14-20, mais il y a certaines précisions qui sont quand même importantes. Et Antonio vous présentera donc les outils qu'on met à votre disposition à partir de la semaine prochaine pour qu'on vous assiste une fois de plus dans le montage de vos candidatures de projet. Fernando, quand tu veux, attention à la marche. Bueno, pues hola otra vez. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour présenter la présentation, mais je vais parler un peu de questions associées à l'éligibilité, l'admissibilité, et un petit peu du circuit financier à la fin et de la flexibilité dont vous disposez entre catégories de dépenses. Je voulais parler un peu aussi, au début de mon intervention, du guide Sudoe et vous raconter que nous suivons les règlements communautaires, bien évidemment, et au niveau de programme, ces règlements communautaires, surtout ici, pour ce qui est la partie financière, ce que nous faisons, c'est les amener à la norme, au règlement du programme, qui est ce qui figure sur le guide Sudoe. Et pour nous, le guide Sudoe, c'est un élément essentiel de poids, le noyau dur, parce que nous allons voir si les dépenses sont éligibles ou pas, peuvent être subventionnées ou pas. L'autorité d'audit doit vérifier après. Donc, dès le début, nous vous encourageons à prendre ce guide, à le lire, tous, bien sûr, tous les chapitres, mais moi, enfin, je parle de la partie financière. Donc, la fiche 8.0 est celle qui parle de la subventionnalité. Puis après, il y a chaque point pour les différentes catégories de dépenses. Puis après, il y a des fiches qui sont la 5e, qui traite de l'aide de l'État. 6, c'est le plan financier. La fiche 7 vous explique le circuit financier du programme. Nous allons commencer par la fin. La fiche 8. Moi, sur la fiche 8, on parle des aspects génériques des dépenses qui peuvent être subventionnées. Et je crois qu'il y a des éléments ici qui sont centraux, qui n'ont pas à voir avec une catégorie de dépenses concrètes. Ce sont les critères de base qui définissent si une dépense peut être subventionnée ou pas. Moi, je lirai ça dans le détail parce qu'il semblerait que ce sont des choses très simples, mais presque tout est bien expliqué. Par exemple, que les dépenses que vous allez présenter au programme ont dû être payées avant. Je pense que vous le savez tous, mais peut-être que certaines sont nouveaux au programme Sudo et à ce genre de programme. Mais les dépenses doivent être réglées, réalisées et réglées. Toutes les dépenses doivent être prévues au formulaire de la candidature, le formulaire de candidature consolidé, celui qui sera en vigueur une fois signé l'accord d'octroi entre le projet et le programme. Bien évidemment, cela doit avoir une relation avec des activités réalisées. Cela doit être payé pendant la période de subventionnalité. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez que ce sont des éléments importants, centraux, que vous devez prendre en compte au moment de construire le projet. Ensuite, nous entrons un peu plus dans ce que sont les catégories de dépenses. J'ai déjà parlé ce matin de dépenses de préparation. Ce sont les 12 500 € dont nous parlions plus tôt pour le projet. Nous disions aussi que ceux qui considèrent qu'il n'y a pas eu de dépenses de préparation, vous n'avez pas à présenter ça, ces dépenses, donc c'est volontaire. Par rapport aux dépenses personnelles,
les dépenses du personnel. La grande majorité dans la plupart des projets, c'est la catégorie qui suppose le plus de dépenses. Nous avons essayé ici, comme nous le disions hier, de simplifier au maximum le processus. Dans le programme antérieur, nous avions ouvert tous les systèmes qui permettaient l'argumentaire communautaire et nous avons amené ça à notre guide de gestion d'alors et maintenant nous avons simplifié ça. Et ce que nous allons faire, c'est permettre simplement l'utilisation du taux fixe en personnel. C'est-à-dire le personnel inscrit au projet ça aura un pourcentage concret. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce pourcentage est soit le 100%, nous allons appeler ça système 1, des périodes qui participent pendant quelques mois ou tout le projet et qui consacre le 100% de son temps au projet Sudway. Et puis après, il y a d'autres personnes recrutées, des gens inscrits au projet, c'est la majorité, qui ne participera au projet que pendant le 5 pourcentage minimum jusqu'au 100% de son temps, de leur temps au projet. Et ça, ce sera l'autre système. Le système, c'est simple, dans l'essentiel. Vous devez calculer quels sont les coûts bruts d'emploi et multiplier ça par ce pourcentage. Je ne veux pas entrer dans le détail pour savoir comment fonctionnera le Sudway parce que c'est un peu tôt, c'est prématuré, mais ce ne sera pas très compliqué. La seule chose que vous devez avoir bien clair, je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, c'est de déterminer ce coût brut d'emploi. C'est ce qui coûte à l'entité générer cet emploi. Quels sont les aspects qui peuvent être subventionnés et quels sont ceux qui ne peuvent pas l'être. Beaucoup de choses peuvent être subventionnés, sécurité sociale, impôts, etc. Tout cela peut être subventionné, mais il y a certains aspects qui ne peuvent pas l'être, comme par exemple des primes spéciales. Tout cela figure et bien détaillé sur la fiche 8.1, comme le dit le transparent. Et je vous encourage à lire, ainsi que tous les documents justificatifs que vous devez présenter au Sudway. Par rapport à ce qui est le chapitre 2, dépenses de bureau et administratives. Là, nous n'aurons pas de changement par rapport à la situation actuelle et donc on appliquera le même mécanisme qui est de 15% de dépenses directes de personnel. C'est ce qui va être calculé automatiquement au Sudway comme dépenses de bureau et administratif. Il n'y aura pas de chapitre tel quel. C'est aussi simple qu'une fois déclaré les dépenses en personnel, il y aura un chapitre fictif pour ce montant qui sera du 15%. Il n'avait pas apporté le document. Vous n'avez pas à documenter. Vous pourrez chercher de l'information. La seule chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'en cas d'audit, eh bien, vous devrez démontrer qu'il y a eu des dépenses administratives liées aux dépenses de personnel que vous avez déclarées. Donc, vous devrez conserver des documents dans votre comptabilité. Vous les aurez bien chez vous, dans votre entité. Il n'y aura pas de problème. Il faut que vous ayez clair quel est le mécanisme. Les dépenses pour déplacement et hébergement, nous allons les simplifier aussi dans ce cadre-là et vont fonctionner comme le reste des dépenses administratives. Je n'ai pas dit tout à l'heure que c'est volontaire aussi s'il y a une entité qui décide, soit pour ses caractéristiques particulières, en tant qu'elle n'a pas de dépenses administratives, elle a toujours la possibilité de ne pas les déclarer. Dans le cas des dépenses pour déplacement ou hébergement, le système, ça va être exactement la même chose. On va créer un chapitre avec pour 15% pour les dépenses directes de personnel. Il n'y aura pas non plus d'obligation formelle dans Sudway d'apporter les documents. Mais nous revenons sur la même chose. C'est même volontaire. Nous supposons que tout le monde qui pourra démontrer qu'il s'est déplacé, qu'il y a eu des déplacements associés au projet, bien évidemment, pourra le faire. Mais ceux qui n'auront pas de déplacement, pour le motif que ce soit, n'ont pas à le déclarer. Bien. Ou alors le 15% des dépenses directes en personnel.
La catégorie suivante, ce sont les dépenses de services et conseils externes. Ici, c'est différent. Ici, nous allons vers une déclaration selon la dépense réelle que vous aurez. Et là, la seule chose que je voulais dire, bon, deux choses. D'abord, c'est qu'ici, nous devons avoir très clair, très présent, que les dépenses pour services, conseils externes sont souvent liées à un processus de recrutement. Là, je reviens à la fiche 08 parce qu'il y a un point, un chapitre, si j'ai bonne mémoire, c'est le 8, où on vous explique quels sont, de notre point de vue, les aspects que de vous prendre en compte au moment de faire des recrutements, de recruter. Nous savons qu'ici, il y a des gens qui sont de nature publique, d'autres privées. Les choses ne sont pas exactement pareilles. Mais il y a des principes de base auxquels il faut répondre. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Je crois que c'est bien expliqué sur le guide. Nous avons fait un effort pour donner des exemples pratiques, comment vous devez prendre ça en compte. Toujours, pendant le séminaire que nous avons, nous insistons beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment un des points qui suppose des problèmes ensuite, quand on découvre qu'il y a des dépenses irrégulières, des erreurs dans les processus de recrutement, des procédures incorrectes. Alors, nous insistons, une fois de plus, tout ce qui concerne le recrutement externe, disons ça, externe, parce que des fois c'est public et d'autres fois ça ne l'est pas. Vous savez qu'ici, même les entités qui ne sont pas publiques par leur nature reçoivent plus de 50% de la dépense déclarée. C'est public parce qu'au bout du compte, c'est FEDER. Et c'est là que réside ce besoin de respecter ce processus de recrutement pour vérifier que les principes de transparence sont respectés. Et puis, moi, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est très important à prendre en compte pour éviter des problèmes a posteriori. Parce que, malheureusement, on les rencontre souvent et suppose des problèmes pour vous et pour l'ensemble du programme. La transparence suivant. Bien, il y a un aspect que j'ai mis sous les dépenses en services et conseils externes et qui concerne la gestion de production. Et quand il faut qu'il y ait une période de temps pendant laquelle on ne peut pas changer d'emplacement, ce sont des articles réglementaires. Il faut prendre en compte que si l'on va faire un investissement productif et une dépense concerne cet investissement productif, cela peut être en dépenses de services, équipements, infrastructures ensuite, vous devez nous le dire. Ici, je vais vous tranquilliser par le fait que, disons que dans ce programme, normalement, habituellement, il n'y a pas de choses productives, ça a à voir avec la capitale, l'agence d'emploi. Donc, il n'est pas habituel que nous ayons ce genre d'investissement. Mais quoi qu'il en soit, nous le disons parce que nous sommes obligés de le faire figurer, de le dire. Je passe donc aux dépenses en équipe. Et ça, on va peut-être le trouver, le rencontrer davantage. Bon, même si nous pensons que ça va pas être comme ça. Dans les dépenses en équipe, nous allons voir trois catégories. D'abord, c'est très typique dans les projets du Sud-Ouest, du matériel de laboratoire, du matériel utile. Bon, en général, c'est subventionné au 100%. Les équipements amortis, vous devez les déclarer en fonction de l'amortissement. Vous devez aller chercher la fiche de l'équipement dans votre entité. Les personnes qui ne connaissent pas la partie financière des entités doivent aller chercher pour savoir comment nous amortissons cette équipe. Il faudra qu'elle vous le raconte. Et en fonction de cet amortissement, vous devrez nous donner un élément qui va nous démontrer que c'est le cas. Et la déclaration des dépenses aura sa base sur cet amortissement que vous faites en interne. C'est un peu la norme de base ici. Et presque tous les équipements que vous allez amortir
devront aller sous ce chapitre, sous cette prémisse. Il est vrai qu'il y a une exception que nous maintenons encore. Ce sont les équipements au 100% qui sont vraiment les équipements comme pour le programme actuel qui concerne l'objectif final du projet et qui ne vont être utilisés que pour ce projet, même si le financement de ce projet n'existe pas. Disons que la charge de la démonstration et de votre vous incombe. Donc, du point de vue égoïste pour nous, eh bien, nous dirions, bon, quel risque? C'est un risque que nous courons de devoir amortir au 100% cette chose-là, parce qu'après, nous pouvons perdre le contrôle. Nous entendons que parfois, c'est justifié. Et dans ces cas, oui, ça pourra être subventionnable 100%. Mais bon, ce sont les équipements informatiques. De fait, il y a les équipements informatiques, ce sont des équipements typiques qui sont financés. Les équipements informatiques qui sont utilisés en général dans l'entité, eh bien, ceux-là ne doivent pas être financés sous la catégorie d'équipement, mais sous la catégorie de dépenses administratives. Alors, rien que des équipements informatiques dont l'utilisation soit spécifique pour le projet, et ce sera à vous de le démontrer, nous devrons le vérifier. Eh bien, ces dépenses peuvent être financées en amortissement pour le montant sous le chapitre équipement. Et par conséquent, jamais au 100%. Chapitre 2, 15%, si c'est pour l'utilisation générale pour l'entité. Chapitre 5, s'il y a une utilisation spécifique pour le projet, à travers l'amortissement. Voilà les deux possibilités qu'il y a. Les 6, ce sont les catégories que nous appelons contraignantes. Et ensuite, ce type de dépenses doivent être prévues coûte que coûte sur l'amortissement dans le plan financier dont je parlais tout à l'heure. Parce que nous allons bien veiller à ce que nous ne financerons que ce que vous allez expliquer comme besoin pour le projet. C'est un peu la dynamique. Chapitre 6, dépenses en infrastructure et ouvrages de petite envergure, parce que nous n'avons pas la vocation de financer des ouvrages d'infrastructure, mais s'il est vrai que parfois certains projets peuvent avoir besoin de faire des petits travaux de moindre importance associés aux objectifs du projet. Alors, pour que cela ait sa place dans une catégorie, sous une catégorie, nous l'ajoutons. Mais enfin, ce n'est pas notre vocation de financer des projets dont l'objectif est quelque chose à voir avec une infrastructure ou avec des ouvrages, des travaux. Donc, on maintient la catégorie, mais normalement, cela a un poids franchement résiduel dans ce qu'est le programme. Je voulais vous parler un peu des aides de l'État. Le sujet est complexe, vous le savez, mais tranquillisez-vous. Je crois que la réglementation, à ce jour, est plus claire que ce qu'elle était pour le cadre antérieur. Donc, sauf des exceptions, vous n'aurez pas de problème. Vous savez que l'aide de l'État, c'est une aide qui est donnée à une entreprise parce qu'elle réalise une activité économique et que la compétence peut la porter atteinte. Mais tout est bien expliqué. Le message que je veux envoyer, c'est que vous devez d'abord vous auto-évaluer pour savoir si vos activités peuvent avoir quelque chose à voir avec l'activité ou pas. Ensuite, nous allons analyser pour savoir si vous êtes bien auto-évalué. Nous allons arriver à une conclusion de manière conjointe du projet face aux autorités nationales, s'il y a eu une aide ou s'il peut y en avoir. S'il y en a, les règlements actuels nous permettent de faire en sorte que nous n'ayons pas à communiquer cette aide à la Commission. Dans l'essentiel, disons que vous serez libre de déclaration et le taux de cofinancement du 75% sera maintenu. C'est un peu le message que je voulais envoyer pour ne pas trop m'étendre. Et je suppose que dans des séminaires postérieurs ou des webinaires, nous aurons davantage d'occasion d'éclaircir des doutes si vous en avez.
une chose qui vous intéresse beaucoup, même s'il est très tôt encore, mais on m'encourage, on me dit d'en parler. Au Sudoé, déjà depuis le cadre antérieur, il n'y a pas eu de modification budgétaire. Vous, une fois approuvé le projet, vous aurez un tableau financier avec le coût approuvé pour chaque catégorie de dépenses. Il n'y a pas de modification. Ce qu'il y a, c'est une flexibilité entre catégories. Dire, par exemple, si mon budget en équipement est 200, je peux dépenser 105. Eh bien oui, vous pouvez dépenser 105, toutefois que dans une autre catégorie, vous ayez dépensé 93. Pour nous, ça, c'est de la flexibilité. Vous n'avez pas à demander un changement pour passer votre budget de 100 à 105 en équipement. Nous allons calculer que cela figure sous l'étiquette de flexibilité. Tant que c'est dans la flexibilité, allons-y. Ce qui est en dehors de la flexibilité sera en dehors des dépenses subventionnables. Et donc, savoir si ça peut être financé par le programme, nous avons les normes ici, c'est mathématique. Et par exemple, une autorité nationale, un comptable de premier niveau ne va pas remarquer ça, il ne va pas regarder si la dépense est subventionnable ou pas, parce qu'il respecte les normes du programme, mais pas en suivant ses limites mathématiques. C'est nous, depuis le secrétariat, qui le ferons, surtout à la fin du projet. À la fin du projet, il est très normal qu'il y ait des ajustements, des mises au point, parce qu'il y ait par exemple plus de dépenses en personnel que ce qui est déclaré au programme. Et nous, en appliquant les normes de flexibilité, nous dirons, bon, ça, on peut subventionner ça jusque-là, mais pas au-delà. S'il y a la limite qui est dépassée. C'est simple comme ça. Donc les limites se maintiennent, très semblables à ce que nous avions dans le programme antérieur. 15% à l'échelle d'ensemble de catégories. Ce que nous vérifions, c'est l'excès de dépenses par catégorie. Nous calculons le 15% sur le budget du bénéficiaire, puis l'addition des excès, des débordements et de cette quantité. Eh bien voilà, ça reste dans ces marges ou pas. Et nous adaptons les choses. En personnel, en soi aussi, je sais que cela vous inquiète, en personnel, c'est un 15% de flexibilité. On a pu dépenser un 15% de plus en personnel de ceux que vous avez budgétés. Souvenez-vous que vous avez un 5% de maximum dans la programmation. Puis il y a une deuxième limite à limiter, c'est que dans l'ensemble de dépenses déclarées, à la fin de l'exécution du projet, seul le 75% peut être consacré à personnel. Ce sont les choses que nous vérifions. Il y a des doutes. Sur le guide figure un exemple qui est assez illustratif de l'application de ces limites. Et sur le groupe de travail de tâches transversales qui est de gestion, nous entendons que ce ne va pas aller plus loin que 15% du budget du projet et nous appliquons une limite ici aussi. Et puis après, je voulais terminer, parce que nous n'avons pas parlé beaucoup de ça, et je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, mais c'est un signal d'alerte. Hier, on disait que le circuit financier du Sud et de tout programme de ces caractéristiques est un peu long, et vous savez que toutes les dépenses présentées au programme doivent être déjà payées à l'avance. Cette dépense ensuite va accompagner d'autres dépenses et à la fin, vous ferez une déclaration de dépenses à l'échelle du bénéficiaire. Et là commence une série d'étapes de vérification, contrôle du premier niveau dont on parlait hier. Ensuite, une autorité nationale en Espagne, l'Espagne et le Portugal font notre travail de vérification qui termine avec l'évaluation de cette dépense. En France, cette étape n'existe pas. La France directement valide le contrôleur de premier niveau. Et ensuite, toutes les dépenses validées arrivent au bénéficiaire principal qui les regroupe. Nous recevons cela, nous envoyons à l'autorité de certification du comptable qui paiera à son tour le bénéficiaire. Il y a des délais, chacun doit les respecter. Il figure sur la fiche 7 du guide. Vous avez des délais, nous avons d'autres délais, tout le monde a des délais. Mais de toutes les façons, avec tant d'étapes à respecter, le processus n'est pas excessivement rapide, malheureusement. Nous essayons de le faire le plus agile possible, mais
Et il y a du temps qui passe parfois. À partir du moment où une entité paye une dépense, le réalise et obtient des résultats. Nous allons essayer d'être plus agiles dans ce programme pour certaines étapes. Nous allons délier, séparer le processus d'explication de ce que vous faites avec les dépenses que vous nous déclarez, avec le circuit et le flux financier pour que ce soit plus rapide. Et nous pensons que nous allons gagner un petit peu de temps. Nous ne savons pas combien de temps encore. Donc, ce que nous voulions vous dire, vous prévenir, c'est que ce processus est un peu lent. Et ça, il faut que vous l'ayez bien présent au moment de vous présenter à ce genre de projet. Et voilà, Antonio, moi, j'ai fini. Merci. Bien, gracias, Fernando. Vamos a ver ahora, como están leyendo Nous allons voir maintenant, et vous le voyez à l'écran, nous allons voir que le secrétariat conjoint met à votre disposition une série d'outils qui vont vous permettre de commencer à travailler et de vous stabiliser. Le premier s'appelle Kubsudoe. C'est un outil qui a été créé donc par le secrétariat conjoint dans le but de travailler d'ores et déjà à la constitution des consortiums. Que vous soyez à la recherche de partenaires, que vous soyez intéressé par de nouveaux partenariats ou que vous souhaitiez proposer votre expertise, vous pouvez utiliser cet outil Coop Sudoe sur le site interreg-sudoe.eu. Vous pourrez ainsi accéder directement à Coop Sudoe dans votre langue ou alors passer par la section 21-27. C'est très visible sur le site, vous le verrez tout de suite. Et donc, vous pouvez y accéder et commencer à utiliser Coop Sudoe tout de suite. Je vous le disais, vous pouvez avoir besoin d'un partenaire ou envie de trouver un partenaire. Là, vous remplissez le formulaire, vous expliquez le genre ou le type de partenaire que vous recherchez. Et dans l'hypothèse inverse, à savoir si c'est vous qui voulez proposer votre expertise, votre expérience, vous pouvez procéder de la même façon. Vous remplissez les cases avec vos coordonnées et vous l'envoyez au secrétariat conjoint. Vous pourrez ensuite interconnecter les uns avec les autres. Cet outil, Coop Sudoe, permet aussi de consulter des propositions. Et pour ce faire, c'est extrêmement intuitif. Vous accédez à l'onglet « Consulter les propositions ». Je vois que certains d'entre vous ont dégainé leur téléphone. Si ce que vous avez essayé de faire, eh bien, cliquez sur les deux onglets « Lancer recherche ». Ça vous donnera accès à la liste complète des recherches et vous verrez toutes les personnes qui ont commencé à utiliser Coop Sudoe. Nous pensons que c'est un outil extrêmement utile. Il est à disposition depuis déjà pas mal de temps sur le site web du programme. Quels sont les autres outils? Nous avons conçu un café virtuel. Ce sont des 30-40 minutes de séance qui sont conçues pour les éventuels bénéficiaires, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous qui ont l'intention de présenter une idée de projet. L'objectif de ces cafés virtuels, c'est qu'il y ait un échange entre les partenaires éventuels et le secrétariat conjoint afin de résoudre d'éventuels doutes. Pour participer à ces cafés virtuels, d'abord, il faut que nous les annoncions. Donc, soyez attentifs au site web et aux réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, aux réseaux sociaux de Sudoe pour que vous puissiez être au courant de la convocation de ces cafés virtuels. Il y aura un formulaire en ligne, vous pourrez les remplir, donner vos coordonnées et le secrétariat vous contacterait si ce café virtuel avec les correspond. Enfin, on vous appellera. Ensuite, avec Sudoe, des webinaires, 60 minutes avec Sudoe, sous la forme de webinaires organisés par le secrétariat conjoint, pour vous aider à préparer votre candidature. Là, le contenu est beaucoup plus technique et ces 60 minutes avec le Sudoe sont destinés aux bénéficiaires potentiels des 4 États Sudoe. C'est très technique, c'est lié au guide Sudoe dont on a parlé ce matin.
Ces guides, c'est aussi lié à la présentation des candidatures qui sont des aspects très utiles pour la présentation de vos idées de projet. Et ensuite, des webinaires qui seront programmés à différentes dates, des webinaires portant sur différents sujets, différentes thématiques. Et je vous conseille à nouveau de visiter le site du programme souvent et d'être à l'écoute des réseaux sociaux du programme. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a d'ores et déjà une liste de webinaires qui ont été réalisés dans les mois ces mois derniers et qui sont sur YouTube, sur le canal YouTube, notre canal YouTube. Vous pouvez les consulter et je pense que ça peut être intéressant. Et je demanderai à nos amis de la réalisation. J'ai vu que voilà l'outil avec lequel vous pouvez commencer à interagir. Vous pouvez commencer à travailler dessus. C'est COP Sudoe. Vous pouvez déjà saisir les informations qui vous concernent, les donner et partager votre expérience avec tous les éventuels partenaires qui sont à la recherche de partenariats ou qui proposent leur expertise. Je donne la parole au secrétariat conjoint et pour ma part, j'en ai fini. Merci. Bien, nos quedan, pardon. Que vous avez faites à la fois sur la partie 1 et la partie 2. Donc on va commencer sur les questions qui ont été faites sur la partie 1. Donc je commence d'abord par Alexandra. Il y a une personne qui demande quelle est la différence entre tâches et activités. Simplesmente, sim, agora sim. Simplesmente esclarecer os conceitos. Nous avons dit qu'un projet pouvait devait avoir maximum 3 groupes de tâches. Les groupes de tâches, c'est l'objectif à atteindre. Enfin, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre dans votre projet? Et chaque groupe de tâches est composé d'activités qui vont permettre d'atteindre ces groupes de tâches et ces objectifs spécifiques. C'est-à-dire que chaque groupe de tâches est composé d'activités. Il peut y avoir une activité ou plusieurs activités dans un groupe de tâches. Voilà. J'espère que c'est clair. Énormément de questions sur les aspects nouveaux que l'on met en place dans le programme relatif à la communication, c'est-à-dire tout ce que vous a présenté Antonio sur les questions de simplification et de la prise en charge par le programme Interreg du site Internet de chacun des projets, des sites Internet des projets. Donc, je lis toutes les questions et on se complète. Donc, en relation avec la communication et sachant que le top de personnel est de 50% en coût total, si on passe un marché avec une agence experte en communication comme soutien à la mise en place de la communication tout au long du projet, est-ce que ça pénalisera la candidature? Ou est-ce qu'il vaut mieux réaliser la communication avec les moyens propres? Donc là, évidemment aussi, c'est une question à voir en interne avec chacun des projets. Ce que l'on a dit, c'est qu'effectivement, chaque entité ou chaque projet doit prendre en compte la communication dans le développement de son projet et qu'il doit prévoir suffisamment de moyens et de ressources pour mettre en place cette communication. En fait, si vous voulez, je vois que ça aussi, ces changements, il faut un temps d'adaptation pour la compréhension, ça ne change pas trop par rapport au programme 14-20, parce que dans le 14-20, vous y aviez également un groupe de tâches spécifiques à la communication. Maintenant, ce groupe de tâches, il est ventilé dans les groupes de tâches spécifiques. Et donc, les moyens que vous aviez dans le groupe de tâches communication, il vous faut simplement les transposer dans les activités de communication des groupes de tâches spécifiques. Donc, dans chaque projet, vous aviez tous un responsable de communication qui était en charge de l'élaboration de la stratégie de communication du projet et ensuite toutes les activités, soit les activités obligatoires, soit les activités que vous mettiez en œuvre pour appuyer à la valorisation de vos projets. Bon, mais cette personne-là, elle doit toujours
participer dans le projet, mais elle va, si vous voulez, c'est une question de présentation dans le formulaire de candidature. En soi, la participation de la personne responsable de communication reste la même que dans le passé. C'est une question de présentation dans le formulaire qui est modifiée, c'est tout. Cette personne-là occupait un poste que vous déclariez comme ressources humaines dans le programme précédent, mais vous allez continuer à imputer cette personne-là comme ressources humaines dans le projet. Il y avait effectivement des projets qui avaient recours à des agences de communication spécialisées pour mettre en œuvre le projet, mais là c'est exactement pareil. Au lieu que ce soit une activité, un contrat lié exclusivement à un groupe de tâches, là, ça va être un contrat lié à tout le projet sur les GT transversaux et spécifiques. Et c'est exactement la même chose. Ça ne suppose pas une augmentation du coût de la communication, ni quoi que ce soit. Et au contraire, le fait que nous, donc maintenant, c'est dans un souci d'harmonisation par rapport à la marque Interreg qui est faite au niveau de tous les programmes Interreg, qu'ils soient transfrontaliers ou transnationaux. Bon, vous avez vu la nouvelle image graphique du programme Sudway. Donc, votre logo, lorsque le projet sera approuvé, que vous aurez signé l'accord d'octroi, le secrétariat conjoint vous facilitera tout le package de votre logo. Et ensuite, concernant le site Internet, là aussi, donc vous connaissez notre site Internet actuel. Il y a à l'heure actuelle une fiche de présentation de chacun des projets. Donc là également, quand vous aurez signé l'accord d'octroi FEDER, la personne que vous aurez identifiée comme responsable de la communication au sein du projet recevra ces mots de passe pour pouvoir accéder à notre gestionnaire de contenu du site Internet et accédera exclusivement à la fiche de présentation de votre projet. Mais bon, c'est une fiche qui sera vraiment améliorée. Elle va se comporter, cette fiche, comme n'importe quel site Internet que vous avez mis en œuvre dans le programme actuel, avec présentation du projet, partenariat, activité, et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution du projet, vous allez actualiser ce site Internet en fonction, comme s'il était à vous, mais c'est nous qui l'hébergeons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, on vous permet d'économiser la réalisation de site Internet, qui est à peu près entre 6 et 7 000 €, vu que c'est nous qui hébergeons le site Internet de votre projet. Et donc, là aussi, à bien distinguer, il s'agit du site Internet de présentation du projet et des activités du projet. En revanche, si votre projet doit mettre en place une plateforme ou, bon, comme on l'a vu dans le projet Cat4F-Gas, ils ont une plateforme où les utilisateurs peuvent aller voir si effectivement le produit génère des gaz à effet de serre, etc. Ça, c'est une réalisation du projet. Donc ça, oui, c'est un coût éligible. Donc j'espère que vous avez bien compris cette différence-là. Ensuite, il y a des questions pour savoir qui va actualiser le site Internet du projet hébergé sur le site Internet du programme. Bien là, c'est la personne en charge de la communication du projet qui doit réaliser ces fonctions-là. Nous, on vous héberge le site et c'est tout. C'est à vous ensuite à l'actualiser. Bien évidemment, Antonio prêtera main forte à tous les responsables de communication des projets pour faire ces actualisations-là, etc. Mais c'est un outil qu'on met à votre disposition pour pouvoir faire la promotion de votre projet. Ce qui vous limite, c'est de ne pas vous préoccuper de la réservation d'une adresse URL, etc. Mais ensuite, dans la pratique, c'est comme si l'outil était à vous. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous comme autre question sur ces questions de communication ? Et ensuite, Fernando, à ton tour. Donc, est-ce qu'il y a un minimum pour faire une demande de paiement? Un montant minimum pour faire une demande de paiement? Oui, là c'est mieux. Il y a un montant pour une déclaration de bénéficiaire, oui,
il y a un montant minimum qu'on a fixé, je crois, la fiche 7 le circuit financier. Mais je ne me souviens pas exactement du montant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Isabelle. On a établi ce montant minimum. Tenemos que estudiar. Está en la ficha 7. C'est la fiche 7 qu'on a publiée il y a 2 jours. Fabien, tu t'en souviens? 10% del presupuesto del... 10% du budget du bénéficiaire, il me semble. Exactement, oui. Donc, c'est vrai qu'on l'a prévu. Il n'y avait pas de limite dans la période précédente, 14-20, mais on a vu qu'il y a des bénéficiaires, parce qu'il y a une obligation de déclarer avec une certaine fréquence, et il y a des entités qui déclaraient, et l'autorité comptable est là qui peut le dire. Nous recevions des demandes de paiement pour des montants de 300 € dans la période précédente. Et on s'est dit que ce n'était pas très efficace. Donc, on a effectivement fixé un seuil minimum qui doit être respecté, sauf quelques exceptions, comme des entités qui ont de petits budgets, ou si c'est la déclaration finale du projet et qu'il reste des petits montants à déclarer. Enfin, il y a quelques exceptions à cette règle. Mais d'une manière générale, oui, il nous semble qu'il était utile de marquer un seuil minimum pour éviter ce genre de situation. Question, Fernando, maintenant sur le circuit financier. Il y a une personne qui demande si on peut réaliser une demande de paiement avant d'avoir reçu le FEDER de l'intérieur. Sí, por supuesto. Esto pasa a veces. Oui, bien sûr. Parfois, une demande et un paiement se chevauchent. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas très souvent le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de faire que le circuit soit le plus réactif possible et souple. Mais c'est vrai que parfois, on voit 2 déclarations de dépenses de bénéficiaires qui sont chronologiquement étalées, mais qu'on traite ensemble. Quelle est la limite pour une infrastructure de petite envergure? No, esto no es muy complejo. Non, ça n'est pas très compliqué. Ça n'est pas très compliqué. On ne va pas mettre un seuil, je le disais tout à l'heure. Il faut que vous partiez d'une approche qualitative. Notre objectif, ce n'est pas de financer des infrastructures ou de financer des travaux. Il faut que ça réponde à un besoin du projet. Et nous allons évaluer, apprécier si c'est nécessaire ou pas. On a parfois financé des infrastructures. Je ne veux pas donner de montant parce qu'après, vous les prenez comme une référence gravée dans le marbre et ce n'est pas le cas. On a parfois financé des chantiers qui n'étaient pas très ambitieux pour de gros montants et d'autres, au contraire, pour des montants importants. Je pense que le fait que ce ne doivent pas être l'objectif principal et déterminant qui vous amène au montant finançable. Mais vous donner un chiffre concret, non, ça n'est pas possible. Donc la réponse était simple. Récurrente aussi sur les dépenses de déplacement, les frais de déplacement. Est-ce que ces frais couvrent les déplacements des experts ou des intervenants ou des partenaires associés comme dans le programme antérieur? Sont-ils donc inclus dans le taux forfaitaire de 15%? Sí, aquí. Oui. Ici, il y a une exception. Ce n'est pas une exception, mais vous retrouverez ça dans la fiche 8.4 qui porte sur les services où il y a une occurrence dans le règlement qui parle de voyage d'experts, etc. Ça, c'est traité dans la fiche 8.4 et dans certains cas, sous certaines conditions, des dépenses d'associés, de membres associés, vous pouvez le mettre dans le chapitre 4 et pas dans le chapitre à pourcentage fixe des déplacements. Par éléments informatiques, est-ce qu'on se réfère aux ordinateurs ou à autre chose? Bueno, yo no sé si soy el más experto. Je ne sais pas si je suis la personne la plus à même de répondre à cela, mais c'est tout ce qui a à voir avec l'informatique, à mon sens, les équipements et tout ça. Je crois que là, l'élément central, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est pour une utilisation générale de l'entité, ça passe au chapitre 2. Et en revanche, tout ce qui est spécifique au projet, ça passe au chapitre 5. Je crois que c'est ça la
la barrière ou la différence. Ensuite, c'est à vous de nous expliquer si c'est une dépense spécifique au projet. Parce que vous ne pouvez pas nous dire il me faut 3 ordinateurs si vous n'expliquez pas à quoi vont être destinés ces ordinateurs. Il faut. Sinon, nous penserons que ces ordinateurs sont pour une utilisation générale. Nous, on n'a pas une vocation à financer la structure. On finance les dépenses propres à ses besoins. Et en informatique, je pense que c'est tout ce qui a trait à l'informatique, pas simplement l'équipement, mais tout ce qui... les programmes, etc. Par rapport au... Existe-t-il la possibilité d'un préfinancement? J'imagine la personne voulait dire d'une avance. Sí. Esto se ha hablado también, efectivamente hasta ahora. Jusqu'à présent, dans le programme précédent 14-20, il y avait des sommes, des avancements d'un certain pourcentage du FEDER. Et aujourd'hui, ça n'existe pas plus parce que les règles de remboursement par la Commission au programme ont changé. Donc, on a pris en considération le montant que nous pouvions financer comme avancement. 5%? Dans le domaine concret dans lequel je travaille au jour le jour, au bureau, souvent, la réception de cette avance coïncidait presque avec le premier paiement intermédiaire. Et il s'avère que dans cette avance, ce paiement intermédiaire, on déduisait le montant de l'avance. Donc, on faisait un gros effort pour recevoir 5% de l'aide à titre de l'avance, mais qui avait servi à pas grand-chose puisque ça ne vous permettait même pas de gagner du temps, alors que l'avance sert à gagner du temps. Au vu des nouvelles règles de financement du programme 21-27 et du fait du caractère dérisoire de cette avance, et vu aussi que le paiement intermédiaire coïncidait souvent avec cette demande d'avancement, tout ça nous a amené à décider qu'il n'y aurait pas d'avance. Bénéficiaire du programme. Sí, esto se comentó ayer, si no recuerdo mal. Oui, il me semble qu'on en a parlé hier, et effectivement, oui, d'une manière générale, les grandes entités peuvent prendre part au programme. Autre question. Si besoin, peut-on acquérir une voiture? Ahí no te escuché. Se puede comprar un coche. Comprar un coche. Bueno, pues... C'est une bonne question. Il faudrait étudier le contexte du projet. Bon, on n'est pas habitué. Disons que ce n'est pas une pratique courante d'acheter des voitures. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés. On peut en parler, ce cas particulier, quand on sera en networking, si c'est un besoin très concret. Mais en général, ça n'est pas la vocation du programme que d'acheter des voitures et de payer des voitures. Tiens, je vais acheter une voiture. Non. Question. Je ne vois pas trop la réponse, mais bon, peut-être que toi tu la vois. Est-ce que les valorisations sont éligibles? Valorisation, c'est une question en français. No, no entiendo yo la pregunta. Je ne sais pas ce que vous entendez par valorisation. Bien, peut-être. Pas bien. Comment? Ah, contribution en espèces. Ah, valorisation. Non rémunérée, etc. Las retribuciones en especie, lo que ocurre es que van a estar... Là, les rétributions en espèces vont être quelque chose de très spécifique. Et c'est afférent à certains objectifs spécifiques. On ne va pas le retrouver dans tous les OS. Et ça, c'est la fiche 8.1 et c'est expliqué. Mais d'une manière générale, la réponse est non, sauf pour ces cas très particuliers. Et tout est simplement pour le travail bénévole ou volontaire, pas pour d'autres cas. Pour toi? Fernando, attends, juste compléter. Contributions en nature, ce qu'il faut avoir à l'esprit, en fait, c'est qu'elles sont possibles qu'en termes de ressources humaines. Donc, il n'y a pas d'autres contributions en nature, sauf erreur, si j'ai bien interprété le guide, que des ressources humaines. Et dans le cadre des contributions en nature sous forme de ressources humaines, il y a la possibilité de valoriser des RH qui soit sont du bénévolat, soit sont des vraies contributions, mais qui sont assimilées par le programme par du bénévolat. Je vais prendre un exemple pour les Français. Il y en a quelques-uns.
On a en France, en fait, des entités de recherche qui sont structurées sous forme d'unités mixtes de recherche. L'unité mixte de recherche, elle comprend en fait la mise à disposition de personnel qui émane de différentes entités, le CNRS, l'INRA, etc., au sein d'une même unité qui a une existence juridique propre, etc. Les personnels, en fait, de la tutelle sont les personnels qui sont déclarés comme les ressources humaines classiques du projet. Les personnels de la co-tutelle, qui sont salariés, peuvent être valorisés dans le projet, mais assimilés comme du bénévolat. Donc ça veut dire qu'ils pourront présenter les dépenses, et ces dépenses-là ne pourront pas, enfin, la valorisation des ressources humaines ne pourront pas dépasser le total de l'autofinancement au projet. Voilà. Je n'ai pas dit de bêtises. Sí, esto se explica también en la... Oui, ça, vous avez l'explication dans la fiche 8.1. Et vous y trouverez tout le cadre légal qui correspond à cette situation. Mais il faut différencier le bénévolat et le personnel mis à disposition. Fabien, tu me corriges si je me trompe, ce sont deux choses différentes. Personnel mis à disposition et bénévolat. Et c'est spécifié, c'est traité différemment sur cette fiche 8.1. Existe-t-il un montant minimum ou maximum de dépenses dans la première annualité? Non. 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 C'est vrai que quand vous faites votre plan financier dans la deuxième étape, il faut que vous nous disiez, il faut que vous l'annualisiez, la dépense. Et l'annualisation de la dépense, après, au moment de la justification, c'est indicatif, c'est orientatif. Vous n'allez pas être pénalisé si vous dites, par exemple, je vais dépenser 100 000 € la première année en 2024 et qu'après vous ne dépensez que 50 000, eh bien vous aurez dépensé 50 000 et ça n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Il en va différemment, j'ai l'impression de répéter, nous sommes soumis aux règles que nous impose la Commission et c'est le fameux N+3 dont parlait Isabelle tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, le budget qui est alloué au programme est à son tour annualisé, et lui aussi annualisé. Et pour justifier la dépense que nous avons pour une année, nous avons 3. C'est pour ça qu'on parle de N+3. Et ça, on le réalise, on le met en forme en fonction de l'information que vous nous envoyez. Qui va dépenser dans l'année N, qui va dépenser en N+1, qui va dépenser en N+3. Si il y avait un non-respect ou une non-réalisation en N+3, oui, les projets qui n'auraient pas respecté les dépenses annoncées pourraient être pénalisés. Je dis pourraient être parce que ça ne s'est jamais produit et j'espère que ça ne se produira jamais. Mais c'est vrai que c'est et ça sera, on le retrouvera dans l'accord de concession, tout ça. Il pourrait y avoir une espèce de responsabilité d'un projet bénéficiaire qui n'aurait pas respecté son plan financier et ça pourrait avoir des conséquences, mais pas directement contre le projet. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il est impossible, inenvisageable que vous disiez première année, je vais dépenser X, deuxième année, je vais dépenser Y, troisième année, je vais dépenser Y. C'est un présupuesto, c'est un présupposé, c'est un budget. On ne peut pas exiger de vous que vous sachiez ce que vous allez dépenser. Mais comme le programme est obligé à, en quelque sorte, reproduire, c'est sur nous que ça va avoir des conséquences. Ça ne s'est jamais produit. J'espère que ça ne se produira pas. Le premier versement. Alors, on va faire des comptes. On commence en janvier 24 et commence à générer des dépenses en janvier 24. Et la première déclaration des dépenses, je ne sais pas quand vous voulez faire votre remontée de dépenses, disons un an, au bout d'un an, en 2025. Et qu'après, et là, à ce moment-là, vous déclarez la dépense. Et ensuite, le processus de vérification, validation commence. Je crois que j'ai mis 6 mois dans mon PowerPoint, donc 1 an et demi après le début du programme.
quand vous aurez fait ce paiement au début 2024. Si vous respectez les 10% dont on parlait tout à l'heure et vous raccourcissez les délais, et si le flux financier est bon, et c'est ce que nous voulons améliorer, on l'a dit aussi, et de fait, il y a déjà certaines choses qui ont été mises en œuvre dans le programme précédent, à savoir, par exemple, que le paiement est fait directement aux bénéficiaires sans passer par l'autorité nationale, sauf contre ordre. Donc, nous allons essayer d'améliorer les échéances et les fréquences et le rythme au secrétariat. Parce que nous n'allons, par exemple, nous n'allons pas exiger que tous les bénéficiaires, et on ne va pas avoir toutes les déclarations des bénéficiaires pour demander le paiement. Au fur et à mesure qu'on aura des déclarations de dépenses, on les déclarera à notre tour pour que les paiements aillent le plus vite possible. On essaye de raccourcir tous les circuits, mais il y a des minimums qu'on doit respecter. Ça va donc dépendre du temps que vous allez mettre à déclarer votre dépense. Ça va dépendre aussi de notre rapidité, aussi le contrôle au premier niveau. Et s'il y a une autorité nationale, eh bien, la réactivité de l'autorité nationale. Quizás puedas... Les frais, les dépenses de préparation, le forfait. Pues ahí animo igual a... Là, je vous encourage. Les systèmes seront en fonctionnement dans peu de temps, j'espère. Et il ne devrait pas y avoir un laps de temps trop long entre l'accord d'octroi. Là, on aura les chiffres de ce qui correspond à chaque bénéficiaire. Après, c'est une question de remplir ou de collecter toute l'information dont a besoin l'autorité comptable pour que l'autorité comptable puisse donner l'ordre de paiement à la Banque d'Espagne. Et on va être le plus souple possible. Si un projet signe l'accord d'octroi en janvier 2024, par exemple, je pense qu'il ne devrait pas y avoir plus de 2-3 mois avant le montant de la préparation. Je pense que ça... Je ne sais pas si vous pensez que je me trompe, mais ça ne devrait pas être plus long. Ah, pardon. Oui, bonjour. Nous, dès qu'on reçoit la proposition, on paye le plus vite possible. C'est vrai qu'on est conditionné, en quelque sorte, par le circuit financier, comme tu le disais, Fernando. Il vaut peut-être mieux calculer de l'avant vers l'arrière pour voir quel est le meilleur moment pour déclarer des dépenses. Pour l'autorité comptable, le deuxième semestre de chaque année est beaucoup plus efficace pour les paiements, beaucoup plus efficace que le premier semestre, parce qu'au premier semestre, on est sous contrainte de l'année comptable, les audits, la présentation des comptes, et nous préférons que les dépenses soient présentées au deuxième semestre, pendant le deuxième semestre de cette année, parce que les paiements sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles, il y a plus d'argent, nous nous consacrons à ça, au paiement, et à toutes les démarches de paiement, et nous n'avons pas d'autres tâches qui interfèrent. Quant aux dépenses de préparation, ça dépend du développement informatique. Nous sommes tributaires du développement informatique, mais je pense que janvier-février 2024, tout sera au point. Et là, on paye en 15 jours. Il n'y aura pas de problème. Nous, dès lors qu'on envoie la déclaration des dépenses et que l'autorité comptable commence à payer, parfois, c'est le jour même. Il n'y a même pas un jour de délai. La déclaration des dépenses est là et le processus interne dure 15 jours et pour tout compléter. Mais dès lors que nous, Santander, nous envoyons la demande et la déclaration des dépenses à Madrid, parfois, le jour même, le processus de paiement est déclenché. À partir de quel moment les dépenses, les frais sont éligibles? À partir de la date d'approbation du projet ou la date de présentation de la candidature? Il y a une période de lancement de projet ou de début de projet. Et c'est à partir de là que l'on peut commencer à faire des dépenses. Sauf, imaginez que vous alliez attribuer au projet un équipement que vous êtes déjà en train d'amortir en interne.
Cet équipement deviendra subventionnable par Sudoe à partir du moment de la réalisation du projet. C'est à ce moment-là que la dépense est subventionnable. Les dépenses de préparation, dans ce cadre, on voit qu'il n'y en a pas. C'est un montant forfaitaire, on l'a vu tout à l'heure. Et on est aussi contraint par les 3 ans d'exécution à partir du début du projet, le moment. Et là, il va y avoir un contact entre le projet ou un chevauchement entre le projet, enfin en contact avec les autorités nationales, l'autorité de gestion, pour voir tous ensemble quelle est la date que l'on adopte comme date de début du projet. Et c'est à partir de là que tout commence à courir. Le backstage aussi en train de gérer. Ah, très bien. Donc je vois que toutes les questions, on n'a plus de questions. Donc comme je vous le disais, on est dans la session de networking après le déjeuner à votre disposition. J'imagine qu'il y a énormément de questions qui restent encore en suspens. On est là pour vous aider, le secrétariat conjoint, les autorités nationales seront là aussi. Donc c'est avec grand plaisir. Antonio vous a présenté tous les outils qu'on met à votre disposition pour vous aider à monter cette candidature de projet. Donc on est à votre disposition pour vous aider et à ce que vous présentiez les meilleures candidatures de projets qu'il puisse y avoir et qu'on vous retrouve ici dans un an, enfin à Santander dans un an, pour pouvoir signer l'accord d'octroi FEDER avec la consejera de Economía qui nous accompagne pour clôturer cet événement, ainsi que le vice-président du gouvernement de Cantabrie. Donc je crois que je remercie mes collaborateurs, comme je le disais hier, sans eux, cette journée n'aurait pas pu se faire, ni vous n'auriez pas eu de guide, de porteurs de projet, ni de texte d'appel à projet, ni quoi que ce soit. Donc je vous demande de les applaudir parce que vraiment on a énormément bossé dernièrement.